Bon, bah, je vous remercie pour l'organisation de ce colloque, hein, malgré les aléas, c'est le jeu. Alors moi, pour cette présentation et puis pour questionner cette thématique, justement, dont parlait Brenda tout à l'heure, Faut parler plus fort. Le Ouais. micro ne sert pour ceux qui sont en ligne. D'accord. Donc Je vais faire c'est un peu perturbant, mais... Donc, pour questionner cette thématique Ça va mieux là? Ouais. Ok, super. Pour questionner cette thématique des migrations privilégiées, moi je vais m'appuyer sur un travail de thèse, un travail doctoral, hein, qui est en cours de réalisation et qui s'intéresse à l'analyse des migrations internationales étudiantes à partir d'un cas particulier qui est celui des étudiants algériens qui viennent étudier en France dans l'objectif justement d'une mobilité sociale. Alors pour recontextualiser un petit peu avant de commencer, sur le champ scientifique, dans le champ scientifique notamment, il a déjà été montré, et donc à plusieurs reprises, je pense notamment aux travaux de Wagner ou de Vincent Guesser, donc il a déjà été montré que la mobilité étudiante est liée au fait d'avoir des ressources et donc pas n'importe lesquelles. Alors donc cette enquête doctorale en cours, hein, elle le confirme, mais elle montre aussi et en même temps que ces ressources, que la valeur de ces ressources, elle est aussi énormément variable selon l'origine sociale, ça il n'y a rien de nouveau, mais aussi et surtout selon l'espace géographique, l'espace national où on va faire valoir ces ressources, et selon les temporalités, donc les moments du parcours migratoire. Donc il s'agit un peu pendant cette présentation, de complexifier cette idée-là de migration privilégiée. Alors je vais essayer de vous raconter tout ça en 3 points, et puis en m'astreignant à respecter les 20 minutes de temps de parole. Donc d'abord, je vais m'arrêter sur les conditions d'une mobilité étudiante, en montrant, en posant la question plutôt des ressources pour le départ. Et donc très vite, on va arriver à la question de qui part et qui ne part pas. Ensuite, il s'agira d'évoquer justement cette relativité des ressources, en montrant comment est-ce que les ressources qui peuvent fournir des avantages pour le départ peuvent finalement s'avérer assez peu rentables pendant la migration, et notamment pour la mise en œuvre d'une mobilité sociale. Et enfin, on évoquera ensemble les ressources de la migration qui permettent à ces étudiants d'entrer dans un processus de mobilité sociale. Alors, mobilité sociale ascendante ou de reproduction sociale, selon en fait la catégorie d'étudiants, la catégorie sociale des étudiants dont on parle. Alors sur le premier point, d'abord commencer par dire que tous les étudiants algériens évidemment ne partent pas en mobilité internationale. Pour donner quelques chiffres, quelques éléments de cadrage. Sur l'année, par exemple, 2017-2018, ils étaient un peu plus d'1,5 million à être en mobilité internationale et à être étudiants, dans les universités algériennes. Et seulement, ça fait un peu beaucoup, 1,5 million. Ouais. Donc, à être étudiante dans les universités algériennes. Et donc, parmi ces étudiants, seulement un peu plus de 29 000 étaient justement en mobilité internationale, dont 27 086, pour être précise, dans les universités françaises. Donc, on peut se demander quelles sont les conditions d'une mobilité internationale et puis les ressources qui la permettent. Alors, il y a, comme je disais tout à l'heure, un lien assez évident entre l'origine sociale et la mobilité géographique. Donc, on voit que ceux qui migrent figurent en fait parmi les étudiants qui sont les mieux dotés à la fois culturellement, socialement et puis économiquement. Mais aussi parmi les étudiants qui sont les plus socialisés à la fois à la France et à la migration. Alors sur la question du capital culturel, je vais m'arrêter un petit peu sur les ressources. Donc tous les étudiants qui partent détiennent un capital culturel assez important.
sous sa forme d'abord institutionnelle, à travers, entre autres, la possession d'un certain nombre de titres scolaires et puis de titres linguistiques. Donc, pour vous donner un exemple sur mon enquête, la majorité des étudiants que j'ai enquêtés, et puis d'ailleurs les enquêtes statistiques, elles tendent à le confirmer, sont titulaires à minima ou d'une licence ou d'un master avant de venir, donc d'un diplôme. Ils sont aussi titulaires d'un certificat en langue française qui justifie justement d'un niveau minimum B2 en français. Alors ce certificat, c'est un certificat qui est obligatoire en fait pour présenter une candidature pour un séjour d'études en France. Ce sont, deuxième élément, également des étudiants qui sont en possession d'un capital culturel sous, là pour le coup, sa forme la plus incorporée. Et donc ça se traduit aussi par des ressources scolaires et puis des ressources rédactionnelles assez importantes. Par exemple, ce sont souvent des étudiants qui n'ont jamais connu les rattrapages dans leur pays d'origine et qui ont même été parfois à plusieurs reprises durant leur cycle d'études en Algérie, à plusieurs reprises, donc majeurs de promo. Pareil, et puis dernier exemple là-dessus, et étant donné en fait les dispositions particulières que demande chacune des étapes de la candidature, ce sont des étudiants par exemple qui sont tout à fait en capacité de manier l'outil informatique, de rédiger CV et puis lettre de motivation en français, de construire par exemple un projet d'études et puis de vie aussi, parce que ce sont des choses qu'on leur demande pendant les entretiens de recrutement. Donc de construire tout ça de manière cohérente et puis de savoir aussi le valoriser auprès des agents de Campus France, donc qui les reçoivent en entretien. Et donc tout ça en langue française. Deuxième élément, c'est qu'il faut pouvoir aussi disposer de ce qu'on appelle en arabe une ma'rifa, c'est-à-dire d'un réseau de connaissances à la fois en France et puis en Algérie, donc un réseau de connaissances qui soit mobilisable et qui renvoie en fait finalement au capital social. Donc voilà, ce sont les réseaux élargis transnationaux qui vont fournir en fait les différents soutiens au départ. Par exemple, ce sont des étudiants qui sont tout à fait en capacité de mobiliser des soutiens financiers, par exemple pour réunir les 7 500 € qui sont exigés pour des étudiants en France, des soutiens administratifs, par exemple pour éditer les attestations d'hébergement qui sont là exigées aussi par le service des visas, ou pour en donner un dernier exemple, par exemple des soutiens matériels pour héberger les étudiants à leur arrivée en France. Alors il faut aussi souligner, troisième élément, que les déterminants de ces mobilités vont aussi se jouer dans des processus de socialisation. Alors donc ceux qui partent sont aussi les étudiants qui sont les plus socialisés, comme je disais tout à l'heure, à la France et à la migration. Donc pour ces étudiants-là, la France, en fait, elle s'est construite dès le plus jeune âge à travers des différents canaux, avec des différences évidemment selon l'appartenance sociale, mais dans les entretiens, tous les étudiants, par exemple, vont me raconter les différentes lectures en français, les programmes télévisés et puis les chaînes françaises regardées à la maison durant l'enfance. Et puis aussi, et c'est assez important, tout l'environnement en fait, éducatif dans lequel ils ont baigné et qui multipliait les références à la France. Deuxième élément, donc ce sont des étudiants qui sont aussi socialisés de manière assez importante à la migration. L'histoire en fait, entre la France et l'Algérie fait qu'ils sont nombreux à avoir un parent qui est installé en France ou qui a déjà migré vers la France. Donc il y a toute une tradition migratoire vers la France qui est en fait ancrée dans l'histoire collective du pays. Et donc c'est le récit de ces migrations, qu'elles soient antérieures ou actuelles, qui est
qui est compté à ces étudiants dès le plus jeune âge, et donc qui va participer justement à construire cette socialisation à la France et puis à la migration. Et enfin, pour clore cette première partie, les études en France, elles représentent pour ces étudiants un coût extrêmement important qui va amener à la sélection par l'argent des étudiants qui sont les plus dotés en fait, économiquement. Alors pour illustrer encore une fois un petit peu, l'étudiant il doit débourser à chaque étape du processus des sommes assez importantes, et puis d'autant plus importantes au vu du différentiel de niveau de vie entre la France et l'Algérie. Il faut savoir qu'en Algérie, le salaire moyen il est d'environ 250 €. Donc des sommes assez importantes, par exemple 90 € pour passer ce test de connaissances en langue française, ce certificat obligatoire, une centaine d'euros pour faire une demande de visa d'études, et puis ces fameux 7500 € donc, qui doivent être bloqués sur un compte en banque. En fait, c'est la somme qui est considérée comme suffisante pour une année d'études en France. Donc tout ça, en plus des billets d'avion à acheter et à payer, et puis des différents achats qui sont liés au départ. Donc, tout ça pour dire que ceux qui partent ne sont pas démunis économiquement, et plus généralement, ceux qui partent, en fait, ils disposent de ressources suffisamment importantes, en tout cas pour la gestion de ces candidatures et puis pour la gestion de ces départs. Alors dire tout ça, ça amène logiquement à supposer une surreprésentation des étudiants issus de milieux très favorisés et très dotés en capitaux. Et pourtant, les premiers résultats de la thèse vont montrer que les étudiants algériens qui sont inscrits dans les universités françaises ont différentes appartenances sociales, et qu'une partie assez importante de ces étudiants sont aussi issus de milieux plus modestes, à savoir les couches notamment les plus stables des milieux populaires. Donc ce qu'on va voir, c'est que ces étudiants, ils réussissent en fait temporairement à contourner cette inégalité dans la répartition de ces ressources, en mobilisant d'autres leviers qui leur permettent de faire valoir des ressources pour le départ. Pour vous donner des exemples, on voit qu'on peut complexifier l'effet du facteur économique sur l'accès à la mobilité pour études, parce qu'il y a d'autres ressources en dehors du capital économique qui permettent de répondre à cette contrainte. Alors, tout à l'heure, on parlait de la mobilisation collective. Donc, la mobilisation collective, à la fois étudiante et familiale, va permettre à ces étudiants les plus modestes de répondre relativement aisément à cette contrainte. Alors ça, on l'a déjà dit, mais ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont ceux qui ne trouvent pas en fait les ressources financières nécessaires au départ au sein de leur réseau familial et puis de leur réseau étudiant. Eux, on va voir qu'ils ont recours beaucoup plus régulièrement à d'autres leviers. Ils ont recours à ce qu'on appelle des agences de location d'argent, par exemple, pour réunir ces 7500 €. Et donc, de cette manière-là, ces étudiants vont obtenir l'argent qui est nécessaire au départ à crédit uniquement le temps des démarches et des procédures Campus France. Alors, il faut savoir qu'il y a un véritable commerce en fait, qui s'est créé en Algérie autour des procédures Campus France. Enfin, il y a des agences de privés qui vont proposer la location de ces 7500 €, mais ils vont aussi proposer des assistances visa, à savoir créer tout le dossier pour le dépôt d'une demande de visa étudiant. Ils vont aussi proposer des forfaits de prise en charge des démarches Campus France, donc de l'ouverture de la boîte de candidature en ligne à l'élaboration, l'écriture des CV et des lettres de motivation. Voilà. Alors, deuxième exemple, c'est que ceux qui sont recrutés pour des études en France ne sont pas sélectionnés uniquement parmi les plus favorisés, notamment scolairement et socialement.
Alors, ils sont aussi sélectionnés parmi les étudiants algériens francophones qui maîtrisent le mieux le français. Donc, c'est un critère de sélection. Ouh là là. Bon, il faut savoir qu'en contexte algérien, la maîtrise du français, elle est associée aux Algériens les plus favorisés, mais aussi particulièrement aux Algériens kabyles. Et donc ce rapport qui est spécifiquement familier au français des étudiants kabyles, hein, je ne vais pas revenir dessus ici, j'ai pas du tout le temps, mais qui est lié à une histoire nationale, culturelle, coloniale, etc. etc. Donc il apparaît comme une véritable ressource pour les départs, et donc ces étudiants kabyles vont en fait tirer un avantage de leur maîtrise du français, au point d'en faire une ressource pour une migration d'études en France, donc à la différence des étudiants arabophones d'origine populaire qui maîtrisent en fait peu le français. Alors ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les avantages qui sont liés à l'origine sociale vont en fait se combiner aux privilèges donc, des ressources, hein, tous les différents appuis familiaux, la langue, etc., pour finalement former les conditions de possibilité d'un départ. Donc le privilège, ce n'est pas seulement celui de l'aisance économique ou celui de l'aisance culturelle, mais c'est aussi celui des ressources, de ressources qu'on peut faire valoir relativement à d'autres qui, eux, ne les possèdent pas. Donc, on va voir que le privilège de ces ressources, il s'avère, comme je disais en introduction, très dépendant du moment de la migration et puis de l'espace géographique, et ça principalement pour les étudiants d'origine populaire. Donc ces étudiants d'origine populaire, ils partent étudier dans les universités françaises dans l'objectif d'obtenir un diplôme à forte valeur ajoutée, donc des mobilités qui renvoient d'abord à des stratégies de mobilité sociale ascendante. Alors je suis désolée, du coup je ne vais pas pouvoir parler des étudiants de milieux favorisés, je vais m'arrêter sur ceux de catégorie populaire, mais on pourra revenir dessus pendant les questions. Donc, mobilité ascendante. Or, les avantages pour le départ de ces étudiants et qu'on vient de citer, ils s'avèrent en réalité assez peu rentables et insuffisantes en contexte français. Donc, l'arrivée en France va en fait les confronter à une série de tensions assez difficiles à concilier. Par exemple, entre leurs conditions matérielles d'existence et puis souvent la nécessité de travailler parce qu'ils ont peu de ressources, de capitaux économiques. Donc, tension entre conditions matérielles d'existence et investissement dans les études. Alors, si on s'arrête un peu sur les situations d'études de ces étudiants, on voit que leur entrée dans les universités françaises les confronte à des difficultés d'ordre pédagogique, cognitive, administrative et surtout linguistique face auxquelles ils sont assez peu dotés. Donc si je prends la question des difficultés linguistiques, donc on voit que ce sont des étudiants qui sont souvent inscrits dans des filières de sciences humaines, de lettres, de langues, donc qui sont des filières qui supposent la maîtrise d'une langue académique et littéraire, donc la mobilisation d'un capital linguistique extrêmement élevé. Et donc, dans ce contexte-là, les avantages pour le départ qui étaient liés en l'occurrence aux ressources linguistiques possédées vont s'avérer finalement assez peu rentables au sein de ces formations françaises et donc pour l'obtention d'un diplôme. Et je vais m'arrêter là-dessus, c'est de dire que la relativité des ressources, elle agit en fait sur les projets d'études de ces étudiants et sur la possibilité d'une mobilité sociale. Et donc, dans ce contexte français où pour ces étudiants, les ressources pour le départ s'avèrent peu rentables, les chances en fait, d'obtention d'un diplôme à la fois dans le temps imparti et puis dans la discipline d'études choisie vont s'avérer extrêmement faibles pour ces étudiants d'origine populaire. Et ce qui va se passer, c'est que les espoirs de mobilité sociale par les études vont progressivement s'étioler au profit d'une relative ascension par le travail pour laquelle ils sont beaucoup moins dotés. Et donc ça prend forme comment empiriquement ? Eh bien, principalement dans ce qu'on appelle le changement de statut. Et je suppose que j'ai épuisé. Ok, donc changement de statut. Donc il faut savoir que la législation française en matière d'insertion professionnelle sur le territoire français, elle s'articule strictement autour de deux possibilités pour ces étudiants algériens. Autour de l'obtention d'un emploi en adéquation avec le parcours de formation et puis le diplôme obtenu, donc qui permet de passer d'un statut d'étudiant à un statut de salarié. Donc cette possibilité, elle est complètement écartée puisqu'ils n'arrivent pas à obtenir leur diplôme. Et la deuxième
possibilité qui s'articule autour de l'exercice d'une activité commerciale qui permet là de passer d'un statut étudiant à un statut commerçant. Et donc ces étudiants d'origine populaire, ils vont se saisir de cette possibilité-là de convertir leur titre de séjour étudiant, donc un titre de séjour qui est plus du tout rentable pour eux, en un titre de séjour commerçant, souvent sous le régime donc auto-entrepreneur, et dans le secteur de la sécurité ou de l'entretien, qui sont des secteurs dans lesquels ils ont majoritairement travaillé en parallèle de leurs études. Et donc, je vais m'arrêter là. Et puis, on pourra développer ensemble s'il y a des questions. Merci de votre attention. 19 minutes 52, donc vous êtes même... J'avais encore plein de choses à dire, mais enfin... Parfait. Voilà. Peut-être pendant qu'on s'occupe de passer à Sylvie. Alors, si vous avez une ou deux questions qui portent vraiment sur la communication, pendant qu'on installe, ça permet d'éviter d'écraser les communications. Puisqu'elle a mis moins de temps que le temps qui lui était imparti. Si vous avez une ou deux questions portant sur la... Moi, ça m'a vraiment intéressé la question des intermédiaires, en fait, mais qui sont aussi des gens qui empêchent. Enfin, finalement, Campus France, toute cette mise en marché de la location d'argent, qui est quand même un élément formidable, qu'on connaît tous, mais là, on a l'impression que les intermédiaires à la fois familiaux qui facilitent et tout ce que la France met en route comme barrière, en fait, met en œuvre et qui, en fait, donne lieu aussi à des stratégies. À des stratégies, mais aussi des métiers, en fait. Donc, je voulais savoir si vous avez juste quelques mots là-dessus. Et madame, posez vos questions. Peut-être que je vais les relayer pour éviter... Ah, s'il y a un micro qui passe. Et puis, on va ensuite passer la parole à Sylvie, si elle est prête. Elle est là. Ah, pardon, excusez-moi. On ne vous a pas sur l'écran, donc donc je prends juste une question. Allez-y, parce que là, c'était pour... je voulais vous remercier pour votre intervention, parce que ça permet de voir l'envers du décor des étudiants algériens qui arrivent dans nos formations. Moi, en géographie à l'Université de Poitiers, on en accueille notamment en troisième année de licence. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des difficultés, notamment d'ordre pédagogique. Et je voulais savoir, est-ce que vous arrivez à doser en quelque sorte dans finalement ces trajectoires où le statut d'étudiant change au profit d'un autre statut pour réaliser une ascension sociale? Quelle est la part de ces difficultés pédagogiques qui sont rencontrées par rapport à ces difficultés matérielles que vous évoquez? Parce que nous, c'est quelque chose... c'est des choses face auxquelles on se sent assez impuissant, en fait, parce qu'on voit bien les décalages dans les manières d'apprendre, dans les contenus, et qui engendrent des déceptions, je pense. Et quelle est la part de ça dans l'idée de se dire, bah non, finalement, je ne vais pas jusqu'au bout du diplôme et je deviens commerçant? Oui, tout à fait. Alors, c'est une part extrêmement importante. Il faut savoir que ces étudiants, même ceux d'origine populaire, ils viennent dans la perspective vraiment d'obtenir leur diplôme. Sauf que quand ils arrivent en France, donc ils sont confrontés à toutes ces difficultés-là, et malheureusement, la priorité, c'est de se loger et de manger. Donc, progressivement, voilà, ils vont s'absenter. Et d'ailleurs, ils viennent très en retard, souvent à la rentrée. Ils s'absentent en cours ou ils se mettent en régime régime salarié étudiant. Et donc, c'est souvent après 2, 3, 4 années d'échec aux études où ils voient que en fait, c'est l'activité professionnelle et la réussite des études ne sont absolument pas compatibles, qui décident d'écarter cette possibilité-là d'obtenir un diplôme et puis d'aller chercher ailleurs cette ascension sociale par le travail. Et il faut savoir que... Alors, je ne sais pas si je peux continuer. Bon, je m'arrête là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Il y a aussi des questions sur le chat, mais je pense qu'elles peuvent s'adresser aux autres personnes aussi. Enfin, elles pourront, dans ce qu'on envoie, les concerner. Donc, je vous propose, c'est qu'on passe directement à Sylvie Bredlou et qu'on les garde pour la fin. En tout cas, les questions qui sont sur le chat, elles peuvent concerner tout le monde. Merci beaucoup. On fera la discussion avant les questions. Oui.
Et c'est parce qu'en fait, sinon, là, comme il y a des questions, je pense que sinon, on va prendre plus de retard. Donc, il vaut mieux enchaîner. Sylvie Bredlou, qui est là. Désolée, Sylvie, on a un peu du mal parce que comme on vous voit pas là, on a l'impression. Donc, bienvenue. Je passe la parole à Hugo, si tu veux. Bon. Et donc, quand vous voulez, normalement, ça marche. D'accord. Ok, vous m'entendez? Oui, en tout Vous cas, m'entendez? on vous entend. Ok. Donc, Sylvie Merci. Bredlou, la mobilité des jeunes Européens dans les capitales ouest-africaines. Donc, Sylvie est chercheuse à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Ouais, donc merci. Bonjour tout le monde. Je suis désolée, mais pour des raisons techniques, j'ai pas du tout pu écouter ce qui s'est passé avant. Donc j'ai l'impression de sortir d'une boîte et d'arriver un peu comme une intruse. Bon, voilà. Donc je voudrais expliquer déjà d'où je parle, resituer donc cette présentation dans le cadre de mon propre parcours. Ça fait 30 ans que je m'intéresse aux migrations intra-africaines et c'est dans ce cadre-là que je me suis efforcée d'éclairer la figure de l'aventurier, qui est une figure récurrente, mais qui est restée dans l'ombre, alors qu'elle nous renseigne sur les imaginaires activés par les migrants eux-mêmes. La décision de partir ne résultant pas seulement de calcul coût-avantage, ni d'impératifs politiques, mais découlant aussi d'une envie pressante d'inventer de nouvelles manières de vivre. Considérant par ailleurs que l'Afrique est aussi une terre d'accueil et pas seulement un pôle de départ, j'ai porté ensuite mon attention sur l'arrivée des migrants chinois au Sénégal, avant de mettre la focale donc sur les arrivées plus discrètes de ces nouvelles populations européennes. J'ai coordonné en 2015 un numéro de la revue Autre part intitulé De l'Europe vers les Suds, nouvelle itinérance ou migration à rebours, point d'interrogation, pour montrer justement la nécessité qu'il y avait à renouveler nos catégories d'analyse pour mieux rendre compte donc de ces mises en mouvement, sachant que le concept de lifestyle migration restait insatisfaisant pour désigner donc tous ces mouvements d'individus de tous âges, au parcours de vie hétéroclite et aux itinéraires migratoires labiles, même si tous entrevoyaient dans cette mobilité la possibilité d'accéder à une meilleure qualité de vie. Donc, ayant été affectée au Sénégal, dans le cadre de l'IRD, j'ai donc décidé de prendre pour objet d'étude cette population européenne installée plus ou moins durablement à Dakar, mais aussi à Ouagadougou, dans une perspective comparative. Si Dakar accueille la majorité des bureaux régionaux des organisations internationales, jusqu'à encore récemment, le Burkina Faso et sa capitale étaient considérés comme la terre d'accueil des ONG, un espace laboratoire du caritatif en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, donc, je rendrai compte des seuls parcours des jeunes Européens qui ont fait le choix de venir travailler donc, quelque temps au Sénégal ou au Burkina Faso. Pourquoi ce choix ? Tout d'abord, ce sont les jeunes générations qui se caractérisent par un plus haut niveau de qualification que leurs aînés et qui aujourd'hui occupent une place croissante au sein de la population européenne qui migre à l'étranger. La montée du chômage, donc, contribuant à cette mobilité. Touchant 17% de la population active en 2018, le taux de chômage des moins de 25 ans dans l'Union européenne a encore notablement progressé. En juin 2020, selon les données d'Eurostat, respectivement 41% des jeunes Espagnols, 28% des jeunes Italiens et 21% des jeunes Français étaient au chômage. Ensuite, depuis 2 décennies, les politiques publiques de la jeunesse, je veux parler des programmes Erasmus, volontariat, aide à la mobilité, favorisent également ces départs à l'étranger. Alors, je pense que Florence Yadaden en parlera tout à l'heure mieux que moi. L'essor donc du champ de l'aide humanitaire et le foisonnement des ONG offrent donc de nouvelles opportunités. Les contrats de VSI, volontaires de solidarité internationale, ou encore de VIE ou VIA, volontaires internationaux en entreprise ou en administration, s'adressent exclusivement aux plus jeunes. Enfin, dernier point, observer les mobilités au prisme de la jeunesse, c'est aussi aller regarder comment s'opèrent des arbitrages entre vie privée et vie professionnelle en début de vie active, donc en situation de forte incertitude. Donc, cette communication a pour objectif d'essayer de comprendre ce que viennent chercher ces jeunes Européens qualifiés sur le continent africain, qui a longtemps été perçu comme une zone économiquement et politiquement fragile et historiquement associée à l'histoire coloniale. Leur mobilité doit-elle donc être interprétée comme une réponse au chômage ou bien comme un tremplin pour accéder à des postes de travail qualifiés, ou plutôt comme la quête d'un nouveau mode de vie, comme une aventure en fait qui serait encadrée et où la prise de risque resterait limitée. Leurs pratiques de circulation peuvent être davantage assimilées à des expériences d'expatriation.
plutôt que de migration, dans le sens où la nationalité européenne les dispense de visa ou à défaut les autorise à circuler librement et donc en toute légalité sur le continent africain. Qu'ils soient rémunérés 200 ou 2000 euros, que leur migration soit donc encadrée ou bien spontanée, qu'ils revendiquent ce statut ou qu'ils le récusent, sur place, on les qualifie d'expatriés. Un qualificatif qui renvoie à l'idée d'une migration privilégiée, des privilèges qui ne sont pas pour autant acquis une fois pour toutes, mais qui se construisent, donc se négocient comme ils peuvent se déliter au fil du temps. Rappelons qu'il n'est pas besoin de faire l'apprentissage du Wolof ou du Moré pour aller travailler respectivement au Sénégal ou au Burkina. La langue française, vestige de la colonisation, fait donc partie des langues officielles et si elle n'est pas toujours parlée dans la rue, elle est systématiquement dans les espaces de décision. Donc, après avoir présenté le dispositif méthodologique et le corpus retenu, je m'intéresserai donc aux représentations que ces jeunes se font des sociétés africaines qui les accueillent, de façon à aussi apporter un éclairage sur leur stratégie professionnelle. J'aborderai tout d'abord les stratégies développées par ceux qui sortent tout juste de l'université ou des grandes écoles pour conforter leur capital international, avant d'appréhender les manières de faire et de se projeter de ceux qui n'ont pas trouvé leur place en Europe, en dépit de leurs compétences plurielles, ou encore qui ont perdu le sens de ce qu'ils y faisaient. Un diplômé de 2 grandes écoles françaises installées à Dakar m'expliquait avec dégoût qu'à peine recruté en France, on l'avait transformé en fossoyeur d'entreprise. Ces jeunes Européens seraient donc davantage dans le rejet de l'Europe que les premiers, présupposant que les pays africains seraient moins assujettis à la société de consommation et plus perméables à l'innovation. Donc, mon propos portera principalement sur la subjectivité dans la construction de ces carrières, sur les intentions. Je n'aborderai pas ici donc la vie au quotidien. Dispositif méthodologique, 30 entretiens biographiques réalisés entre 2015 et 2017 auprès de jeunes âgés de 24 ans. Lors de leurs activités, les situations sont plurielles. Ils ont été recrutés donc à partir de l'Europe en tant que stagiaires ou volontaires, par des ONG internationales ou encore non gouvernementales, ou bien par des services d'action culturelle des ambassades, dans des centres de recherche ou des entreprises privées. Ils bénéficient donc d'un statut protégé, même s'ils n'ont pas le droit au chômage une fois qu'ils sont repartis en France. D'autres ont profité du départ moins préparé d'un parent pour développer de nouvelles activités professionnelles ou encore, ayant découvert le pays une première fois en tant que touristes, ils y sont retournés, cette fois-ci sans filet, avec l'intention de s'y installer. Rares, en revanche, sont ceux à être partis à l'aventure sans aucun contact. Ils sont aujourd'hui infographistes, esthéticiennes, mosaïstes, enseignantes, restauratrices, voyagistes, agents immobiliers, etc. Le corpus comprend 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes, ce qui ne préjuge pas pour autant de la distribution sexuelle des jeunes Européens installés dans ces villes. Si on peut observer une féminisation des profils des VSI, des volontaires de solidarité internationale, en revanche, au sein des volontaires internationaux en entreprise, c'est tout l'inverse, 62% des contrats sont attribués à des jeunes hommes. Dans leur grande majorité, ces jeunes ont suivi des études supérieures, poussées, 2e, 3e cycle, grandes écoles, dans un ou plusieurs pays d'Europe. Pour 1 tiers d'entre eux, leur histoire familiale qui les liait à l'Afrique les a construits. Ils se sont engagés sur les traces d'un tiers, exaucant le rêve paternel, ou venant en éclaireur découvrir le pays d'un ami africain qui serait resté en Europe. À l'inverse, d'autres se sont appuyés sur l'expérience africaine de leurs parents, voire de leurs grands-parents, pour à leur tour faire, comme ils disent, le saut vers l'Afrique. Des décisions qui souvent ont été prises dans l'urgence, sur un coup de tête, ce qui renvoie aux migrations d'aventure telles que j'ai pu les décrypter par ailleurs. Ces nouvelles installations s'inscrivent pour une partie d'entre elles dans ce qu'on peut appeler une généalogie de mobilité. Comme l'a décrit Verquin, on peut dire qu'il y a des nouveaux modèles familiaux d'expatriation qui peuvent se dessiner. Donc, 2e point, quelles stratégies sont déployées pour acquérir ou conforter son capital international? Alors, Anne-Marie Wagner a montré comment la construction des carrières, des nouvelles élites de la mondialisation, supposait de procéder à des choix éclairés en matière d'affectation géographique. Donc, pour ceux qui entendent faire rapidement carrière, Dakar arrive en meilleure position que Ouaga dans la cotation de ces espaces de travail, en raison, je l'ai déjà dit, du nombre important de bureaux régionaux des grandes organisations internationales. Dakar est appréhendé comme un hub, comme la principale plateforme de l'Afrique de l'Ouest, à partir de laquelle il est assuré à ceux qui sont les plus stratèges de pouvoir évoluer rapidement.
Ouaga apparaît inversement, je cite, comme une voie de garage, comme une mise au placard pour ceux qui aspirent à travailler au sein d'entreprises privées ou d'organisations internationales. Mais la lecture de l'espace peut être aussi différente chez les jeunes qui s'investissent dans les domaines de l'humanitaire ou de l'artistique. Ouaga se situe alors en meilleure place dans la hiérarchie des villes pour notamment les volontaires de solidarité internationale, mais plus largement pour tous ceux qui entendent donc dénoncer les politiques colonialistes et contribuer donc à la valorisation de l'économie locale. Et la révolution sankariste a laissé des traces et fait des émules. Cela étant dit, tous n'ont pas choisi leur destination, mais ont été envoyés au hasard d'un recrutement dans l'une ou l'autre capitale. Si le niveau d'études élevé de la plupart de mes interlocuteurs est à mettre tout d'abord en relation avec la hausse constante du niveau de formation dans les pays européens, il traduit aussi le fait que ceux qui ont déjà accumulé le plus de ressources culturelles accèdent aussi plus facilement à une mobilité spatiale internationale. Appuyés donc financièrement par leurs parents, ils ont pour nombre d'entre eux engagé leur cursus d'enseignement dans des écoles de renom, écoles des Ponts et Chaussées, HEC, Sciences Po, ou des universités prestigieuses, la Sorbonne, McGill Université. L'accès à ces institutions d'élite leur a permis donc de conforter leur légitimité académique, tout en leur inculquant une assurance sociale indéniable. Ils sont aussi quelques-uns à évoluer depuis leur enfance dans des milieux internationaux, une situation qui facilite encore davantage leur mobilité sociale. Mais ce serait en définitive moins finalement la mobilité à l'étranger que ces ressources familiales et sociales dont disposent ces jeunes qui les prépareraient à poursuivre une carrière internationale. Pour ces jeunes qualifiés, les voyages ou stages de courte durée à l'étranger correspondent en quelque sorte à une seconde étape dans la construction de leur carrière, en leur permettant de conforter un capital culturel linguistique. Et dans une troisième étape, scrutant les annonces sur les sites dédiés, ils partent à la recherche d'emplois contractuels, mais une fois à Dakar, une fois sur place, donc il leur devient facile de saisir le mode de fonctionnement des organisations internationales pour mieux s'y enraciner, sachant que la plupart vivent en colocation et c'est ce qui leur permet aussi d'enrichir leur carnet d'adresses et d'être tenus au courant des recrutements en cours. Je prendrai 3 exemples. Alors qu'elle terminait un 2e master à Sciences Po Paris, Judith, une franco-allemande, a réalisé un stage obligatoire à l'Agence française de développement, l'AFD, au Laos, qui s'est transformé en un passeport d'entrée dans ce système AFD, qui lui a ensuite permis d'obtenir un contrat de VIA à Dakar, toujours pour le compte de l'AFD. Et puis, grâce à ses contacts sur place, elle a pu intégrer la Banque mondiale en contrat local. Quant à Christina, une franco-italienne engagée dans un parcours binational en relations internationales, elle a été sélectionnée par le BIT, le Bureau international du travail, pour intervenir donc à la fois à Turin et à Dakar. À la suite de ce premier stage, elle a candidaté aux Nations Unies, où elle a obtenu une bourse Junior Professional Officer d'1 an, qui lui a permis d'intégrer l'agence italienne pour la coopération, dans laquelle elle travaillait 3 ans plus tard en contrat local quand je l'ai interviewée. N'obtenant aucune réponse positive à ces multiples candidatures spontanées, Ariane, de son côté, qui ne disposait pas donc des mêmes atouts que Judith ou Christina, pour avoir préparé un master en relations internationales à l'Université publique de Créteil, a sollicité une amie pour obtenir un accès direct au portail de Sciences Po pour recevoir des offres qui sont réservées aux étudiants de cette école. Un pari réussi finalement pour cette jeune femme qui a suivi un cursus universitaire, on peut dire, moins prestigieux et qui n'a pas baigné dans un milieu familial international. La délégation de l'Union européenne à Dakar a retenu sa candidature, l'a engagée 6 mois en tant que stagiaire non rémunérée. Ses parents ont considéré que cette expérience équivalait à un 3e cycle et l'ont appuyée financièrement. Depuis l'entretien, Ariane a été recrutée avec un salaire local sur un contrat à durée indéterminée dans une importante institution américaine de Dakar, un poste qu'elle n'aurait pas eu très peu de chance, en tout cas, d'obtenir à partir de la France. Les distinctions sont également à introduire parmi ces étudiants qualifiés selon les disciplines et les domaines dans lesquels ils se sont engagés. Ceux qui ont suivi des études d'ingénieurs n'ont pas besoin de développer des stratégies aussi élaborées. Une étude réalisée par Business France auprès de 60 000 volontaires sélectionnés depuis 2001 disait que 68% des jeunes se voient proposer un contrat de travail dans l'entreprise dans laquelle ils avaient travaillé à l'issue d'une mission de VIE. De même manière, 92% des ex-volontaires trouvent un emploi dans l'année qui suit la fin de leur VIE. En outre,
les salariés des ONG françaises travaillant en Afrique, bon, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué, un parcours beaucoup plus long. Ils ont dû accumuler plusieurs expériences de volontariat avant d'avoir été recrutés. Donc, non seulement il s'agit d'être au bon endroit au bon moment, mais la construction de sa carrière migratoire suppose également qu'on soit en mesure de repartir ailleurs pour rebondir plus haut. 2 ans comme veilleuse sur le CV, ça va faire bien. Mais après, il y a le risque de ne plus jamais être employable en France si je reste trop ici à Dakar, me confiait l'un d'eux. Dit autrement, si on ne rentre pas au bon moment en Europe, la situation privilégiée dont on bénéficiait peut alors se transformer en handicap, voire en piège. Edith, dont j'ai parlé plus haut, une VIA qui avait donc l'opportunité de rejoindre son supérieur à Washington, à la Banque mondiale, après un stage, après un contrat local à la Banque mondiale, et donc qui avait possibilité de faire carrière, a préféré partir en vacances, se laver la tête, comme elle dit, ne sachant pas quel avenir elle pouvait envisager avec son compagnon français, lui-même recruté en tant que VIE à Dakar. Quant à Christina, qui bénéficie au moment de l'entretien d'une situation privilégiée, elle joue aussi à l'équilibriste. Son compagnon d'origine sénégalaise a démissionné de son poste en Italie pour venir la rejoindre à Dakar. Mais dans l'ONG italienne où il a été engagé, il a été payé comme un Sénégalais en contrat local. Et elle me dit, il a les mêmes diplômes que moi. Il est plus âgé. Il s'est dit, pourquoi je resterais pour être payé 300 € par mois alors que toi, tu es payé 10 fois plus. Donc, on peut s'interroger sur l'impact de ces inégalités de salaire sur leur projet de vie commun. Les privilèges évoluent donc dans le temps. Gagner un jour, ils peuvent être remis en question dès qu'on essaie de sortir d'un chemin normé, d'un cadre imposé. Troisième et dernier point que j'ai intitulé « Tout reste encore à faire ». Là, je veux parler des jeunes qui sont partis sans contrat et qui sont nombreux aussi à envisager donc, les 2 capitales comme des terrains stimulants qu'ils présentent comme quasiment vierges parce qu'offrant de larges opportunités de travail et de réalisation de soi. Non seulement des nombreux créneaux, d'après eux, resteraient à explorer, mais les milieux professionnels seraient supposés moins sclérosants en Afrique, certains mettant en exergue l'énergie positive impulsée par les populations locales, insistant d'une part donc, sur la plus grande souplesse des dispositifs administratifs et d'autre part sur une demande qui n'aurait pas été pleinement assouvie. L'un me disait, à Dakar, il y a énormément de choses à faire, c'est très excitant. Dès qu'on se balade dans la rue, on voit des besoins à remplir. Ces manières de penser renseignent en creux sur les qualités préjugées attribuées à l'Afrique et à ses habitants, le niveau technique qui serait considéré comme moins développé, les employés à la fois plus enthousiastes, moins bien formés, et les relations au sein de l'entreprise jugées plus humaines. Dans le domaine culturel également, les jeunes Européens insistent sur l'ouverture des possibles que leur permet cette expatriation. Les diplômés en graphisme, interrogés aussi bien à Dakar qu'à Ouaga, mettent en avant les mêmes arguments. Ouverture relationnelle, climat stimulant et propice à l'innovation, responsabilité importante au regard de leur niveau limité d'expérience. Tout reste à faire, cette expression est revenue dans la bouche d'une majorité de ces jeunes entrepreneurs. Derrière les motifs apparaît en filigrane donc l'idée selon laquelle l'univers dans lequel ils s'installent serait moins contraignant au plan juridique, moins compartimenté au plan économique et laisserait davantage de place à l'épanouissement personnel. Devenue chef de pub à Ouaga, une de mes interlocutrices explique « On me fait faire plein de choses, il faut être touche à tout, tandis qu'en France, on est attitré à une case et puis on n'en sort que très peu. On est surspécialisé. » En miroir, l'Afrique, donc nouvellement mythifiée, redeviendrait ce terrain d'aventure et de découverte qu'elle a été pour les colons et donnerait sa chance aux Européens qui se considèrent comme les mieux préparés pour tirer leur épingle du jeu dans un milieu jugé aussi comme moins concurrentiel. Très exceptionnellement, dans leur discours, est évoqué le fait qu'ils peuvent, par leur comportement, empêcher les nationaux de trouver du travail, et notamment ceux qui ont été formés à l'étranger dans des écoles aussi prestigieuses que les leurs. De tout est à faire, certains viennent en dire « on m'a laissé faire ». Ils développent l'idée selon laquelle en Europe, il leur aurait fallu beaucoup plus de temps et de métiers pour avoir une chance d'accéder aux mêmes responsabilités. En revanche, ils ne s'interrogent pas sur les raisons qui ont poussé leurs employeurs à les laisser faire et passent sous silence les négociations auxquelles ils ont dû se livrer pour obtenir ces postes. Et c'est-à-dire, une jeune femme française, par exemple, qui avait tout juste le bac, a obtenu un poste d'institutrice au Sénégal dans le secteur public. Et c'est-à-dire que leurs collègues africains leur ont laissé la place, toute l'attitude, parce qu'eux-mêmes avaient, intériorisé le fait que leurs compétences n'étaient pas la seule condition pour être employés. En tout cas, les privilèges sont co-construits. Et un jeune Français travaillant en tant que comptable dans une PME m'a expliqué qu'à peine embauché à Dakar, son travail avait consisté à vérifier directement pour le compte
de son patron lui-même installé au Maroc, le mode de gestion que le gérant franco-sénégalais avait mis en place. À la suite du rapport rédigé par ce jeune comptable, qui mettait en évidence des défauts de gestion, le gérant a posé sa démission, considérant que ce nouvel arrivant avait été mis là pour lui prendre sa place. Mon interlocuteur a effectivement pris sa place. On peut s'interroger sur le niveau de responsabilité qui lui avait été accordé en dépit de sa jeunesse et surtout de sa connaissance limitée de la société sénégalaise. On peut aussi s'interroger sur ce que l'identité raciale ici est susceptible de générer comme distinction positive dans un univers professionnel. Donc, pour conclure, je dirais que les motivations de ces jeunes Européens se sont souvent éloignées des vertus formatrices destinées à développer solidarité et citoyenneté que continuent de mettre en exergue certaines structures de volontariat. Leur mobilité est devenue synonyme de ressources. Ouaga, confronté depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes, n'attire pas les mêmes personnes que Dakar, ville mondialisée, réputée pour sa stabilité politique, ses plages aussi, son climat, et rebaptisé par certains le Club Med de l'Afrique. L'un d'entre eux me disait le Sénégal, c'est un pays très, très privilégié. J'ai l'impression d'avoir une vie de cadre privilégié à moitié de la trentaine, alors que j'ai 28 ans. Ces dynamiques post-coloniales ne peuvent pas être assimilées à de nouvelles itinérances. Les jeunes générations investissent le continent africain dans la continuité des circulations qui ne sont jamais interrompues entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique représente aussi ce détour nécessaire pour accéder à des offres d'emploi qu'il semble difficile d'obtenir à partir de la France. Pour les uns, le séjour doit être court pour se transformer en atout dans un CV, alors que pour d'autres, il peut s'étirer sur plusieurs années, à condition que les nouvelles rencontres, tant personnelles, amoureuses que professionnelles, puissent déboucher sur des bifurcations salutaires. L'Afrique redeviendrait donc un espace de substitution pour des Européens en quête de sens, de reconnaissance et de ressources, et qui, dans ces conditions, n'hésitent pas à réactiver des imaginaires stéréotypés pour conserver leurs privilèges. Je vous remercie. Merci beaucoup Sylvie. Je ne sais pas si vous entendez les applaudissements ou si vous les voyez. Alors, comme il y a un petit décalage entre l'image et le son, c'est toujours un peu... voilà, on va juste prendre une ou deux questions et puis on prendra la discussion. Hugo discutera chacun des papiers à la fin. Ça nous permet de travailler à la transition. Merci Sylvie. J'ai hâte aussi de lire la comparaison en fait, de vos différents terrains aussi que je connais par ailleurs. Est-ce que la micro marche ? Sinon, je vais juste, il y a une question dans la salle, je vais lui transmettre pour éviter, puisque l'idée de poser question aussi, tout de suite, c'est aussi le temps que la transition s'organise. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce nouveau travail ? Oui, là-bas. Oui, soit vous criez, je transmets. Merci. Est-ce que vous avez entendu la question, Sylvie, ou pas ? Non, pas du tout. J'ai l'impression que non. Alors, donc le micro ne marche pas. Donc je vais la résumer, hein. Je suis vraiment désolée. Donc vous avez présenté votre méthode d'enquête en parlant du fait que vous aviez été perçu comme étant issu... comme étant expat, on va dire. Donc la question portait sur les enjeux de cette relation, en fait, et comment est-ce que ça a eu un effet, quel type d'impact, quel type de relation, ça, positive ou négative, ça a eu sur la relation d'enquête. Si je transmets le fait d'être perçu comme expat dans le regard et dans les récits de vos enquêtés. Vous m'entendez ?
Vous Je suis m'entendez désolée, je fais un résumé, hein. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Absolument. Ah, d'accord. Oui, ben, ça a plutôt eu, je dirais, ça a plutôt été positif dans le sens où certains. Moi, je pensais que ça serait plutôt négatif, hein, puisque bon, expatrié, ok, mais effectivement avec des niveaux de salaire quand même très différents. Euh, non, j'ai plutôt eu l'impression. Euh, Enfin, peut-être pour certains, ça les incitait à minimiser leurs critiques sur les expatriés, ça c'est sûr, mais bon, ce n'est pas forcément des questions que je mettais en avant. Mais je pense qu'il y avait aussi pour eux montré qu'ils étaient des battants et que leur cursus universitaire pourrait leur permettre aussi, je dirais, un retour sur investissement. Certains avaient aussi besoin de se confier. Bon, voilà, je travaille dans la recherche. Certains avaient aussi envie de savoir un peu quelle démarche il fallait suivre pour être chercheur. Donc, bon, c'était. Voilà, je ne crois pas que je puisse en dire beaucoup plus, mais voilà. Merci beaucoup. On va passer à Je la n'entends rien. communication suivante et ensuite on va avoir une discussion en fait des papiers de façon transversale à la fin des communications. Est-ce que Florence Iadan est en ligne? Est-ce qu'elle nous voit? Est-ce qu'elle nous entend? Merci beaucoup Sylvie. On va reprendre les questions transversales à la fin. En fait, il y a tellement d'écrans avec des choses et des différents que je ne sais pas où je dois regarder. Et en fait, là, je me vois, mais avec un décalage de quelques secondes, c'est extrêmement perturbant. Ah, voilà. Euh, Bonjour Oui, je Florence. vous vois et Est-ce je que vous vous entends. nous entendez? Alors, par contre, ah oui, en fait, on vous entend pas par le Zoom, on peut vous entendre que par le... Ok. Florence, est-ce que vous nous entendez? En fait, je suis désolée, je vous entends, mais j'ai l'impression que je ne vous entends que via le YouTube et pas via le Zoom. Donc, du coup, Il ça faut fait que un vous coupiez décalage. YouTube. Il faut C'est que bon, je vous suis bien coupiez là. YouTube, Je s'il suis vous plaît. parfait. C'est bon, c'est réglé. OK? Super. Euh, Donc, on va vous laisser la parole tout de suite pour une vingtaine de minutes. Merci. Bonjour à Vous toutes et êtes à à tous. l'université Picardie, Jules Verne. Je vous laisse la Ouais, parole. ouais. Alors d'abord, toutes mes excuses parce que j'avais prévu d'être avec vous aujourd'hui et que j'aurais largement préféré, mais je suis souffrante et je pense que dans cette période de contagion maximale, il vaut mieux être prudent. Donc oui, je suis maîtresse de conférence à l'Université d'Amiens Picardie. Je travaille sur le service civique et sur les volontariats en France et en Outre-mer, et notamment à partir de l'Outre-mer. Et c'est une enquête que j'ai réalisée sur les volontariats internationaux à partir de La Réunion que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, cette communication, elle va porter spécifiquement sur les usages des volontariats internationaux par les jeunes de France hexagonale, d'une part, et par les jeunes réunionnais de l'autre. Alors d'abord, peut-être pour introduire, remarquez que ces volontariats s'inscrivent dans l'injonction qui est faite aux jeunes Français de s'expatrier pour achever leur formation et pour s'inscrire dans des emplois durables. Ces volontariats de solidarité internationale connaissent un certain succès, puisqu'en 2016, c'était à peu près 2000 volontaires qui partaient par an sur ce seul dispositif de VSI. Donc, Sylvie Rodelou a évoqué d'autres formes de dispositifs de volontariat, le VIE, le VIA. Moi, je vais m'arrêter sur le VSI et sur le service civique. Voilà, et donc ce VSI, il connaît une organisation spécifique à La Réunion, puisque une antenne dédiée de l'organisation France Volontaire, qui organise en grande partie les envois de volontaires internationaux, est basée sur la zone océan Indien occidental, en tout cas basée à La Réunion, et organise à partir de La Réunion les départs de jeunes réunionnais, donc sur ce dispositif de VSI, mais aussi depuis 2010 sur un autre dispositif, celui de service civique à l'international, qui s'adresse plutôt, on le verra, à des jeunes
à des jeunes un peu plus jeunes et un peu moins qualifiés, et qui vise moins des missions dans le développement et l'humanitaire. Donc, c'est à partir de ce point réunionnais que je vais entrer dans l'étude de ce dispositif, parce que le cas réunionnais me paraissait particulièrement intéressant parce que les jeunes réunionnais sont particulièrement visés par l'injonction à la mobilité, du double fait de l'insularité et du chômage. D'une part, du chômage des jeunes particulièrement important sur l'île, puisqu'il concerne à peu près 60% des jeunes actifs. Et d'autres caractéristiques socio-démographiques propres aux jeunes réunionnais, une parentalité précoce et des liens de solidarité familiaux très forts qui notamment peuvent devenir des freins à la mobilité. On pourrait y revenir ensuite. Et donc ce dispositif de VSI et ce dispositif de service civique, je les ai étudiés spécifiquement à Madagascar, qui est le premier pays d'accueil des volontaires dans le monde, et notamment des volontaires français, mais pas que, puisque sur place, on trouve aussi des volontaires japonais, canadiens et australiens. Voilà. Et par ailleurs, Madagascar est aussi le premier pays destinataire de l'aide publique française, ce qui en fait, on va dire, un partenaire particulier de ces dispositifs de solidarité internationale. Pour les volontaires, le service civique et le volontariat de solidarité internationale que je vais désormais désigner par volontaires internationaux, sauf quand j'aurai le temps de les différencier, ces volontaires internationaux s'inscrivent dans une volonté de gagner en qualification, puisqu'on verra, et ma collègue l'a évoqué déjà avant moi, que le VSI permet de gravir des échelons dans la hiérarchie associative à l'étranger. Mais il reste que ces volontaires sont précaires. Précaires au sens où ils ne sont pas insérés dans l'emploi durable, où ils ne se projettent pas, ils sont incapables pour l'instant de se projeter à long terme dans une carrière professionnelle. Voilà, et que ces dispositifs vont avoir des effets différenciés sur ces volontaires, à la fois selon leur niveau de qualification, selon leur genre et aussi selon leur origine, France-Réunion, que je vais évoquer ici. Sur place, par ailleurs, ils sont quand même dans des conditions socialement favorisées. Je vais l'évoquer avec des sociabilités qui sont très proches de celles des expatriés et des avantages liés à l'occidentalité, même lorsqu'elle n'est que présumée, y compris, on le verra dans la hiérarchie professionnelle. Je précise juste les niveaux d'indemnité des volontaires sur place. Les volontaires en solidarité internationale qui sont envoyés par France Volontaire touchent à peu près 1 400 € par mois, tandis que les volontaires en service civique sont à 750 € par mois. Donc ici, c'est cette tension entre une situation d'origine considérée comme précaire et une situation relativement dominante à Madagascar que je voudrais détailler en m'appuyant donc sur une enquête réalisée entre janvier et avril 2016 à Antananarivo, à Madagascar, à la fois par entretien et par observation. Donc j'ai pu suivre 7 structures d'accueil de volontaires qui étaient soit des associations locales, soit internationales qui accueillaient des volontaires réunionnais. J'ai aussi pu partager les sociabilités des volontaires sur place en résidant dans le lieu principal des volontaires à l'arrivée à Madagascar. Puis j'ai complété ces observations par le recueil de 22 entretiens de volontaires, de 7 entretiens avec des responsables de structures d'accueil et de 15 entretiens institutionnels auprès des ministères, des services déconcentrés de l'État et des partenaires d'envoi et d'accueil. Je vais d'abord présenter rapidement les objectifs de ces politiques publiques pour notamment la Réunion. Ensuite, je vais évoquer cette position paradoxale que j'ai déjà un peu présentée de mi-précaire, mi-dominant de ces jeunes que je désigne comme des quasi-expats. Et puis finalement, j'aborderai les effets de concurrence entre les jeunes de France hexagonale et les jeunes réunionnais. Alors, donc, premier point sur les objectifs de cette politique publique, puisque bien sûr, ils ne sont pas anodins sur les usages que vont en avoir les volontaires. Pardon. Donc, remarquez que si les volontaires internationaux s'inscrivent généralement et depuis les années 80 dans une incitation à utiliser l'international et notamment l'Afrique comme pour se qualifier et pour achever son éducation à la manière du grand tour aristocratique,
Ces politiques sont particulièrement développées à La Réunion, où le traitement du chômage des Réunionnais passe depuis les années 90 par une forte incitation à la mobilité. Mais déjà avant, depuis les années 60, l'État organisait la migration des jeunes Réunionnais plutôt vers la métropole. Cette politique de promotion des volontariats, elle est aussi d'autant plus soutenue que elle s'inscrit dans les politiques de coopération culturelle et économique à la fois du département et de la région réunionnaise, puisque les deux sont organisés sur le même territoire avec des objectifs spécifiques. Ces volontaires sont donc tantôt envoyés par le conseil régional, qui est lui soutenu par des fonds internationaux, tantôt par le conseil départemental, qui va également envoyer d'autres formes de travailleurs en solidarité internationale. Je pense notamment à des emplois aidés qui sont désignés par le sigle CUI-CAE, qui est le sigle de leur contrat, de leur statut. Voilà, donc la Réunion est une zone d'envoi particulièrement importante de ces volontaires, qui va toucher toute la zone occidentale, océan Indien occidental, avec des volontaires qui vont être dans les Comores, à Madagascar, je le disais, aux Seychelles, à Maurice, et même en Afrique australe, au Mozambique notamment. Pour les institutions réunionnaises, donc cette politique publique poursuit 3 objectifs, à la fois l'activation des jeunes demandeurs d'emploi, la qualification des jeunes les plus diplômés par la mobilité et l'ouverture de nouveaux marchés. J'y reviendrai. Florence, il vous reste 10 minutes. Ok, c'est parfait, c'est très bien. Ces volontariats internationaux, ils sont différenciés selon les publics auxquels ils s'adressent, selon qu'ils s'adressent aux populations les plus éloignées de l'emploi, plutôt comme le service civique ou aux plus diplômés, comme le volontariat de solidarité internationale, puisque, pour aller au bout de cette idée, donc 70% des volontaires envoyés par l'Organisation France Internationale à La Réunion ont un niveau de diplôme équivalent ou supérieur au Master 2, tandis que les engagés en service civique ont, pour la très grande majorité, un niveau baccalauréat. Je remarque aussi qu'il s'agit plutôt d'hommes, à la différence du VSI, et qui sont légèrement plus jeunes que leurs homologues en VSI. Cette mobilité internationale à partir de La Réunion, elle est extrêmement inégalitaire, à la fois du triple fait de l'importance de la mobilité scolaire, donc qui va avoir les diplômes des écoles métropolitaines, on pourra revenir sur ce point spécifiquement, des coûts qu'implique l'expatriation et des dispositions sociales requises, ce qui explique parmi ces volontaires une surreprésentation des enfants de classe supérieure. Puisque parmi les volontaires de solidarité internationale, on retrouve une majorité d'enfants de cadres, notamment du secteur médico-social, d'enfants d'enseignants et d'enfants d'employés de la fonction publique, tandis que les parents des volontaires en service civique sont plus fréquemment ouvriers ou sans emploi. Je passe un peu rapidement là-dessus. Juste remarquer sur ces effets sur leur carrière professionnelle que les volontaires de solidarité internationale se destinent plutôt à des carrières dans l'humanitaire, dans le social, dans l'éducation, dans la promotion de la culture, au sein d'organisations non gouvernementales ou d'associations. Pour les plus diplômés, ces programmes de volontariat vont faire office de stage qui facilitent l'insertion professionnelle dans ces marchés du travail hautement sélectifs. À l'inverse, les engagés en service civique, qui ne correspondent pas toujours aux attentes des structures d'accueil, rentrent pour la plupart à La Réunion pour intégrer le marché de l'emploi local. Ces volontariats vont donc permettre aux individus dotés d'un capital scolaire important d'accéder à des postes à responsabilité dans des secteurs de l'international, mais ils vont aussi contribuer à l'exclusion des moins diplômés qui ne vont avoir d'autre choix que cette insertion professionnelle souvent difficile au retour à La Réunion. J'en arrive à mon deuxième point, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc ces programmes de volontariat, ils ont en commun de désigner une forme de travail, ou plus exactement de mobilisation de travailleurs en marge de l'emploi salarié par un statut hybride qui est donc à mi-chemin de l'emploi et du bénévolat dans des secteurs qui, de leur côté, sont très professionnalisés. Finalement, ils sont révélateurs en creux du contexte national français et des recompositions du marché de l'emploi, dont ils interrogent les frontières et les mécanismes. Comme le service civique sur le marché associatif français,
ces volontariats apparaissent être des SAS avant l'entrée dans des professions internationales, comme je le disais tout à l'heure. C'est aussi pour ça que je désigne mes volontaires comme étant des précaires du point de vue du marché de l'emploi français, dans le sens où ils sont toujours en cours d'insertion. Ce qui n'empêche pas, sur place, des conditions très favorables, donc je vous le disais, avec des niveaux d'indemnité qui sont importants par rapport aux salaires locaux, un mode de vie qui reproduit leur mode de vie au départ, donc notamment, voilà, on le disait déjà, mais le mode de vie en colocation dans un centre-ville, notamment dans le centre-ville d'Antananarivo, contrairement aux expatriés qui vont être plutôt dans des quartiers extérieurs au centre-ville et exclusivement expatriés. Ces volontaires en service civique ou en solidarité internationale, ils cherchent d'ailleurs dans les discours et dans leur pratique à se distinguer de ces expatriés qu'ils jugent souvent indécents et qu'ils assimilent à des pratiques coloniales, enfin à de la reproduction de statuts coloniaux, de rapports coloniaux. Par exemple, ils refusent d'aller dîner à l'hôtel Colbert, qui est le restaurant le plus fréquenté par les expatriés, mais ils vont quand même se retrouver au bar de cet hôtel parce que la vue est jolie. De la même façon, on m'a plusieurs fois conseillé d'aller déjeuner au café de la gare, qui était un lieu qui était décrit par mes volontaires comme étant local, alors que sur place, les salaires, les prix étaient en euros et en dollars. Voilà. Dernier point peut-être sur cette sociabilité des volontaires à Madagascar. Sur les formes matrimoniales, sur les formes de mise en couple, puisque le volontariat a aussi un temps important de la mise en couple, je remarque que dans l'enquête que les femmes rencontrées en service, en volontariat, sont plus facilement en couple avec un expatrié sur place, tandis que les hommes rencontrés vont être plus fréquemment avec des femmes locales, des femmes malgaches notamment, et aussi dans d'autres enquêtes avec des femmes mozambiquaises, qu'ils vont ensuite ramener à La Réunion, tandis que les femmes vont rester sur place avec leurs compagnons expatriés. Autre point qui me paraît vraiment très important dans ce rapport de post-colonialité, c'est la présomption des compétences des jeunes français et réunionnais, français, du fait de leur... du fait de la sélection en amont par les organismes qui vont les envoyer. Autrement dit, ce ne sont pas tellement leurs compétences sur place qui font leur statut, mais plutôt la présélection qui a été faite par des organismes dans lesquels les associations ont confiance. Je pense à France Volontaire notamment, et à d'autres organismes quasi publics du même genre. Il reste 5 minutes. OK. Donc, par exemple, voilà, un exemple, c'était Aimé, qui est réunionnais, qui a un Master 2 en management et qui se retrouve sur place à prendre la direction d'une alliance française et qui explique que, il n'avait jamais fait ça, il sort tout juste de ses études. Mais voilà, lui, il s'est quand même senti capable de le faire parce qu'il avait un diplôme de Master 2 en management et qu'il encadre sur place des personnes plus âgées que lui, des personnes qui ont plus d'expérience professionnelle. Il me raconte notamment que son sous-directeur est dans l'Alliance française depuis 22 ans. Mais voilà, lui, il me dit, je me suis tout de suite dit, c'est pas ce que je pensais faire à l'origine, mais de toute façon, un poste de directeur, ça se refuse pas. Voilà. Sur mon CV, je ne mentionne pas que c'est un volontariat. Pour moi, oui, bien sûr, c'est un statut de volontaire, mais c'est un boulot à part entière, donc ça compte comme 2 ans d'expérience full-time. Donc, le volontariat a aussi une façon de se distinguer sur ce marché de l'emploi par des rôles, par des missions qui sont particulièrement qualifiées et qui les mettent dans des situations hiérarchiques dominantes. Dernier point, donc, la concurrence entre les jeunes réunionnais et les jeunes métropolitains. Cette concurrence, elle s'appuie en grande partie sur le nouvel objectif des politiques publiques réunionnaises à Madagascar par le service civique, qui est la coopération économique. Pour être plus clair, si j'y arrive, l'idée, c'est que les volontaires réunionnais vont avoir une deuxième enveloppe en plus de leur propre indemnité pour développer sur place des projets. Donc, ça va être à peu près 1 500 € pendant leur mission, pendant la première année de leur mission, par année de leur mission, pour développer des projets de coopération économique entre La Réunion et Madagascar.
ces objectifs de coopération économique sont récents à La Réunion, puisque jusqu'au changement de mandature en 2010, le PCR investissait plutôt dans des objectifs de francophonie, de développement culturel et humanitaire. Mais depuis l'arrivée des Républicains à la direction de la région, ces objectifs de développement, de coopération économique vont justifier que les volontaires réunionnais soient dans des meilleures conditions sur place que leurs homologues de France hexagonale. Bon, je suis désolée, je zappe mes exemples, je pourrais y revenir ensuite. Mais juste remarquer que sur place, le fait qu'ils aient des meilleures conditions économiques et une indemnité en plus fait qu'ils sont plus facilement sélectionnés par les associations locales, puisqu'ils vont arriver avec des moyens supplémentaires, ce qui va justifier, ce qui va générer un discours de déqualification, notamment par les volontaires métropolitains, les volontaires de France hexagonale, qui vont expliquer que les Réunionnais, ils n'ont pas de mal à trouver un poste, puisqu'il y a deux profils semblables, on préfère généralement prendre un Réunionnais. Je cite une volontaire en situation de direction. Ils touchent quand même une indemnité supplémentaire non négligeable. C'est ça la position de la structure d'envoi. Ils acceptent des Réunionnais sans réfléchir à la pertinence de la candidature. Ils pourraient trouver un autre statut, non, parce que là, ils ne sont pas dans une démarche d'engagement et ils mettent à mal des postes. Donc, il y a tout ce soupçon d'un manque d'engagement de la part des jeunes Réunionnais qui renvoie aussi largement à tout ce qui a déjà été écrit sur la moindre citoyenneté des jeunes Réunionnais et sur lequel je pourrais revenir ensuite. Autre point, dernier point de cette reconfiguration des rapports entre Français d'Hexagone et Français de la Réunion sur place, c'est un jeu autour des sélections des volontaires sur des critères de sexe et de race. Par exemple, Colline va être recrutée pour promouvoir le tourisme dans l'archipel. Elle m'explique qu'elle pense avoir été sélectionnée parce qu'elle est réunionnaise, mais en même temps, qu'elle a la peau suffisamment blanche pour pouvoir être diffusée sur des grandes campagnes de communication à destination des jeunes Français. À l'inverse, une responsable de structure va m'expliquer préférer accueillir un blanc, donc un Français d'Hexagone dans ses discours, pour prendre la direction d'un office de tourisme local, parce que, selon elle, les salariés locaux seraient plus prompts à se soumettre à l'autorité d'une occidentale. Voilà, donc finalement, cet exemple pour conclure, cet exemple des Réunionnais et des Français d'Hexagone à Madagascar illustre une sorte de relation triangulaire entre la France, la Réunion et Madagascar, qui s'inscrit bien sûr dans une histoire complexe des relations coloniales, mais qui apparaissent se reconfigurer dans des nouvelles formes de domination locale par le travail des volontaires, notamment dans la constitution de ces marchés économiques favorables à la Réunion. Et finalement, ces dispositifs de coopération régionale, ils placent la Réunion dans une sorte de position de colonisateur colonisé, d'intermédiaire impérial à Madagascar, dans laquelle la différenciation entre Français d'Hexagone et de la Réunion permet souvent d'euphémiser la domination. Je vous remercie et je suis désolée pour... Merci beaucoup, c'est parfait. Absolument, le temps, c'est parfait. Donc, je propose juste s'il y a une question et puis ensuite, je vais laisser la parole à Hugo pour discuter. Une question que je peux relayer voilà, pour que vous puissiez l'entendre. Et peut-être juste, ou alors en guise de transition, vous avez dit que vous aviez des exemples que vous n'aviez pas le temps de traiter. Moi, ça m'intéresserait vraiment d'en savoir un tout petit peu plus aussi sur ces relations, en fait, relations de travail, de classe, de race, tout ce que vous voulez. Enfin, vous avez abordé vraiment ça à la fin aussi, entre cette personne qui se retrouve à la tête de l'Alliance française après un master et qui a des rapports hiérarchiques avec quelqu'un qui est là depuis 22 ans. Enfin, voilà, est-ce que les enjeux de l'origine d'être de la Réunion plutôt que de la métropole sont des enjeux à la fois pour les volontaires, mais aussi pour les dits personnels locaux? Alors oui, avec un enjeu très fort sur l'idée que les Réunionnais seraient mieux adaptés aux conditions locales. J'ai répondu tout de suite, je ne sais pas si j'ai raison. Oui, parfait, allez-y, ouais, allez-y. Super. Que les Réunionnais donc, seraient mieux adaptés à l'expérience malgache, à la fois parce qu'ils connaissent l'insularité, ils ont une forme de... Enfin, ils utilisent un créole, qui n'est pas le même, mais voilà, et que historiquement, Madagascar et la Réunion sont extrêmement proches. Donc,
il y a cette idée que les Réunionnais vont pouvoir être plus utiles en termes de, en quelque sorte, capital d'autochtonie sur place. Je pense notamment à une volontaire, Stéphanie, qui est d'origine malgache, qui vit à La Réunion, mais dont le père est malgache, qui explique qu'elle a été, selon elle, sélectionnée pour arriver dans cette mission à Madagascar où elle doit développer un marché économique autour de la crevette, parce qu'elle peut à la fois passer pour une malgache et en même temps conserver son extériorité. Voilà. Merci beaucoup Voilà. pour cet exemple très éclairant. Donc je passe tout de suite la parole à Hugo. Alors comme j'ai cours à Nanterre, il y a un moment je vais m'enfuir, je suis désolée, mais voilà. Merci, bonjour à toutes et tous. Merci aux trois communicantes pour leur papier et leur intervention que j'ai trouvé passionnante. Et puis merci aux organisateurs et aux organisatrices, alors non pas de m'avoir donné l'opportunité de découvrir leurs travaux, mais d'avoir une autre occasion de les lire et de les discuter. Alors même si c'est promis, vu le dépassement d'horaire, les questions seront courtes et malheureusement les réponses aussi. Alors puisque je suis le premier à discuter, je ne vais pas entretenir de suspense. J'avais une question en fait centrale que je vais décliner après dans les trois communications, mais question sur justement l'éléphant dans la pièce, ce terme de privilège, le point d'interrogation à la fin de l'intitulé du colloque, et puis les guillemets que mettait Brenda tout à l'heure autour du terme. Donc j'ai une question centrale autour de cette idée de privilège et de ce que vous avez commencé toutes les trois à aborder, qui est son caractère ambigu, dans quelle mesure et jusqu'à quel point on est vraiment privilégié, et puis son caractère très relatif qui fait que si on change d'angle, si on change de focale, d'échelle, on voit bien que ça change tout de suite la donne sur ce qu'on est en train de dire du privilège. Et donc je pose la question à la fois parce que je suis ambigu moi-même sur ce thème, je suis à la fois très séduit par l'idée de privilège et en même temps pas tout à fait à l'aise dans certains cas avec son utilisation, donc j'aurais bien voulu vous entendre toutes les trois sur ce point. Alors je vais décliner juste de trois façons les questions. Je vais reprendre dans l'ordre peut-être qui était celui de départ dans le programme. D'abord dans le cas de Sylvie Bredlou, moi j'ai été très très frappé par les façons de dire leurs expériences de ces jeunes Européens arrivés en Afrique, parce que notamment ça faisait complètement écho à ce que j'avais moi-même entendu de la part de migrants de retour togolais, qui ont les mêmes façons de reconstruire leur ascension sociale dans leur discours, d'insister sur le fait qu'ils redonnent du sens à leurs activités, qu'ils arrivent plus facilement à trouver une place ici, ce qui veut dire aussi par la bande qu'ils n'ont pas forcément réussi à trouver leur place ailleurs, et qui ont un discours toujours sur la crête par rapport à l'Afrique, à la fois continent un peu fantasmé, qu'on voit comme moins consumériste, plus authentique, etc., et puis qu'on voit d'une manière très néolibérale aussi, de dernier continent à conquérir où on peut faire des choses. Donc les mêmes façons de dire les expériences, mais pour le coup, c'était pas, dans mon cas, ça avait été des citoyens africains, et dans le cas de Sylvie, c'était des citoyens européens, ce qui avait attisé un peu ma curiosité sur justement deux points liés à leur position, aux positions de ces enquêtés, et qui sont liés à cette question du privilège. C'est d'abord, moi j'aurais aimé en savoir un tout petit peu plus justement sur ce poids de la blanchité et de leur inscription dans un rapport postcolonial. Qu'est-ce que ça permet justement de créer comme position dominante et ou privilégiée? Et puis l'autre point, c'était que ces enquêtés sont effectivement, vos enquêtés sont, je ne sais pas du coup si elle m'entend, je sais pas si je pose la question à la postérité ou à Sylvie Bredlou directement, mais des enquêtés qui sont très dotés en ressources multiples, mais finalement si on les replace dans l'ensemble des expatriés, c'est ce que font certains de ces enquêtés, en tout cas dans les exemples qui étaient à l'écrit, c'est que est-ce que c'est vraiment des privilégiés, ou est-ce que ceux-là sont peut-être aussi en partie des déclassés, parce que être expat à Ouaga, c'est pas pareil qu'être expat, comme le dit un des enquêtés, à Vienne ou à Washington par exemple. Pour la communication de Roufaïda, là aussi j'étais pleinement en accord avec beaucoup d'éléments qui ont été développés, parce que ça fait aussi pleinement écho à mes propres travaux sur les mobilités étudiantes, mais aussi je pense à ceux de Kevin Marie, à ceux d'Hicham Jamid, à ceux de David Béard notamment. Alors vous montrez très bien, je trouve, qu'on voit bien que la mobilité pour études, elle n'est plus l'apanage des classes supérieures, en tout cas au Sud, qui a une relative démocratisation, en tout cas quantitative, de l'accès aux études supérieures à l'étranger dans les pays du Sud. Mais pour autant, est-ce que partir pour étudier, ça fait de vous quelqu'un de plus privilégié qu'un travailleur, par exemple ?
Et là, dans votre cas, on voit bien que le privilège, alors, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais il est assez relatif, hein, puisque vos enquêtés, ils sont d'abord soumis au durcissement des processus de sélection. Alors oui, ils ont et elles ont plus de ressources que ceux qui y restent, mais souvent, on voit bien qu'il faut cumuler, combiner, bricoler, parfois emprunter des ressources à d'autres, et notamment aux intermédiaires. Et puis vous montrez bien que dans la suite du parcours, les études peuvent parfois être abandonnées pour que la mobilité ascendante soit plutôt liée au travail. Donc dans l'économie générale des migrations, on sent bien que ce n'est pas du privilège absolu. Ma question, elle portait plus sur ceux dont vous n'avez pas eu le temps de parler justement et qui étaient abordés dans le papier, ceux qui sont plus dotés en ressources, dont vous semblez dire qu'ils sont quand même relativement privilégiés parce qu'à plusieurs étapes de leur trajectoire, c'est plus facile pour eux de partir, d'étudier et éventuellement d'acquérir une mobilité sociale. Et du coup, je me demandais, dans ces personnes plus dotées en ressources, est-ce que même dans leur cas, on peut quand même parler de privilège ou ça reste là aussi très relatif ? Et puis dernière question pour la dernière communication de Florence Yadaden. Là encore, il y a une ambiguïté profonde du privilège. On est face effectivement à un public précaire, en tout cas professionnellement. Donc on a l'impression que c'est l'entrée dans le dispositif, la mobilité spatiale qu'il implique, qui va créer de l'ascension, qu'on va obtenir là-bas, ce qu'on ne pourrait pas obtenir à La Réunion ou en métropole. Et puis on se rend compte que ces deux dispositifs dont vous parlez, en fait, ils sont d'abord à deux vitesses. Faire un volontariat, c'est pas faire un service civique. Et puis on se rend compte qu'ils sont très sélectifs. Et donc vous êtes face à des personnes très dotées en ressources, là aussi. Alors dans la communication et dans le papier, vous avez plutôt insisté sur ce qui les place en position dominante, en tout cas les Réunionnais, notamment vis-à-vis des métropolitains, et presque qui les place dans une position dominante à leur corps défendant, le fait d'être soutenu par la région, le fait d'être assimilé à des Blancs, etc. Mais j'aurais bien aimé que vous reveniez sur un point qui est un peu plus présent, il me semble, dans le reste de vos écrits et de vos travaux. C'est que si on replace ces volontaires dans l'ensemble de la division internationale du travail, ils ne se retrouvent peut-être pas tant que ça en position dominante et que, pour le coup, ils sont peut-être plutôt dominés. Je m'arrête là. J'avais aussi une question générale parce que vous avez beaucoup insisté sur les positions sociales et les ressources ethno-raciales de ces enquêtés. Et il me semblait que le genre avait été un peu moins abordé. Et j'aurais voulu savoir justement comment ça participe à créer ou non des positions privilégiées, dominantes ou pas. Mais je m'arrête là parce que les réponses sont plus importantes que les questions. Alors, une petite dizaine de minutes, on va commencer peut-être vous. Est-ce que techniquement, vous êtes là? Allez. Bon, merci pour ces questions tout à fait intéressantes parce qu'elles vont me permettre de préciser un certain nombre d'éléments que j'ai pas eu le temps d'aborder. Alors oui, moi la conclusion que je fais de ce travail, c'est que le privilège, effectivement, c'est un terme qui peut être très ambigu et qui a aussi ses limites parce qu'on voit qu'il est dépendant de la catégorie sociale. Si on parle des catégories populaires, effectivement, il y a une démocratisation de la mobilité. On voit que les plus modestes ont aussi accès à la mobilité. Alors, du coup, ce privilège, on peut dire qu'ils sont privilégiés, mais beaucoup plus avant le départ et de manière beaucoup plus ambiguë quand ils arrivent en France parce qu'ils n'ont pas accès à la même mobilité sociale que les étudiants de milieux plus favorisés. Et en même temps, on peut quand même parler de privilège parce qu'ils ont accès à cette mobilité, ils ont accès aussi à cette mobilité sociale. Du coup, sur la question des classes plus favorisées, là, pour moi, le terme est beaucoup plus pertinent. Et je pense que malgré cette démocratisation, la mobilité sociale, géographique, etc., elle est toujours l'apanage des plus favorisés. Ce que j'ai pas eu le temps de développer, c'est de dire que eux, ils arrivent dans de meilleures conditions en fait que ceux de milieux beaucoup moins favorisés. Voilà, ils arrivent en avance avant leur rentrée universitaire, par exemple, pour préparer leur démarche, etc. Ils arrivent à l'heure pour la rentrée universitaire. Ils arrivent avec des ressources aussi économiques assez importantes qui leur permettent justement de pas avoir la nécessité tout de suite de travailler, de s'engager dans un travail en parallèle de leurs études, etc., etc. Et ils arrivent aussi avec des ressources assez importantes, scolaires et puis linguistiques.
qui fait qu'ils vont aussi beaucoup mieux réussir à l'université, obtenir leur diplôme beaucoup plus rapidement et s'insérer dans le milieu professionnel français beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est des étudiants qui trouvent à s'employer en France. Je pense à plein d'enquêtés que j'ai suivis sur 3-4 ans qui ont trouvé à s'employer dans des entreprises de data parisiennes, par exemple, ou des laboratoires. Et donc là, il y a une vraie mobilité sociale en termes de conditions matérielles d'existence, en termes de salaire, en termes d'accès aussi aux infrastructures culturelles, etc., qui sont réservées aux plus aisés en Algérie. Donc je pense que pour cette catégorie-là, le terme de privilège est extrêmement pertinent et il est à nuancer énormément pour les étudiants de catégories moins favorisées. Voilà. On va laisser la parole à Florence. Et puis alors Sylvie ne répond pas, donc on va finir plus tôt, mais en même temps, comme on était très en retard. Est-ce que Florence, vous nous entendez? Oui. Merci beaucoup pour ces questions. Juste sur cette question du privilège, alors, moi le terme m'interroge aussi beaucoup et c'est pour ça que j'étais très intéressée à utiliser cette notion de précaire dominant et donc effectivement à voir comment c'est la mobilité qui les fait passer de l'un à l'autre. Toute la question étant, est-ce qu'ils vont revenir ensuite dans leur statut précaire ou est-ce qu'ils arrivent à rester sur place, à rester en mobilité ou au moins à rester dans ces situations dominantes. Mais ça me fait penser notamment à le slogan de l'association des volontaires du progrès qui est devenue France Volontaire. Pendant très longtemps, c'était « Mettez l'Afrique sur votre CV » et je trouve que tout est là-dedans, quoi. Mais sinon, voilà, les dispositifs que j'étudie, il me semble qu'ils reproduisent de façon très forte l'ordre social en favorisant le départ des plus favorisés. Notamment dans les programmes VSI. Et c'est vrai que là, je ne me suis pas étendue là-dessus, mais en favorisant notamment les plus dotés en capitaux scolaires à partir de la France hexagonale et les plus dotés en capital d'autochtonie à partir de la Réunion, en quelque sorte. Mais pas seulement, puisqu'il y a aussi dans cette double histoire à la fois des politiques d'activation, enfin des politiques d'insertion, il y a aussi l'idée d'une politique d'activation et une histoire entre La Réunion et Madagascar, notamment autour du Bumidum et de la région de la Sakaï, où on a pendant très longtemps, La Réunion a finalement envoyé ses marginaux, pour reprendre les termes de Sylvain Pathieu, à Madagascar. Donc il y a aussi cette utilisation de Madagascar comme un endroit pour, en gros, sortir du marché réunionnais, celles et ceux qu'on n'arrive pas à insérer. Donc voilà, il y a ce double jeu en même temps d'utiliser Madagascar pour sortir par le haut et en même temps d'utiliser Madagascar pour éviter la situation réunionnaise. Je réponds juste en une phrase sur le genre. Pour moi, il y a une reconfiguration hyper importante. C'est que sur les jeunes qui viennent de France hexagonale, je vais retrouver largement plutôt des hommes qui sortent d'écoles d'ingénieurs. C'est vrai que je ne l'ai pas dit à l'oral, je suis désolée. Qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui se retrouvent dans des positions très dominantes sur place. Quelques femmes, mais qui, elles, vont être toujours pareilles, dans des missions d'éducation, des missions de la culture, de l'humanitaire. Par contre, je vois quelque chose de différent du côté des Réunionnais, qui est justifié dans les discours sans que je puisse l'objectiver et savoir si c'est le seul élément, par le fait que les hommes réunionnais sont largement soupçonnés de tourisme sexuel à La Réunion et que donc on va plutôt favoriser des jeunes femmes réunionnaises qui sont dans les discours, je retrouve l'idée de sérieux, de rigueur, de fiabilité, etc. Et donc finalement, c'est ces jeunes femmes réunionnaises qui vont venir porter un peu la politique de coopération économique à Madagascar. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Florence. Alors je crois que nous sommes de nouveau en ligne avec Sylvie, sauf que je ne sais pas si Sylvie a entendu les questions, les commentaires. Donc est-ce que c'est possible Vous m'entendez ou... Oui, on vous entend. Est-ce que vous avez entendu les questions par contre? C'est-à-dire que j'ai du mal à entrer, à sortir là. Donc j'ai entendu une partie seulement. Oui, ce sont des privilèges relatifs. Moi, j'ai travaillé sur une population qui était extrêmement hétérogène. Donc, ce n'est pas du tout la même chose qu'on soit VSI, VIA ou VIE ou encore venu par ses propres moyens. Ça ne donne pas du tout la même chose. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que si pour les VIA notamment, c'est intéressant de venir en Afrique, et pas n'importe où en Afrique, essentiellement à Dakar,
pour prétendre ensuite pouvoir développer une carrière internationale, ce n'est pas forcément la même chose pour les VSI. Comme l'a dit ma collègue, c'est aussi beaucoup qui se retrouvent en situation beaucoup plus précaire. Ça ne suffit pas d'avoir fait un VSI pour trouver par la suite du travail. Quant au VIE, ce n'est pas forcément bien vu de venir effectivement en Afrique. Il est préférable d'aller dans des pays européens pour ensuite travailler dans des grandes entreprises. Et quant aux derniers, c'est-à-dire ceux qui ont des itinéraires plus, je dirais, plus chaotiques, qui eux souhaitent rester plus longtemps en Afrique, eh bien, ceux-là se retrouvent quand même assez souvent dans des situations précaires, même si effectivement certains jouent de leur blanchité pour essayer d'avoir du travail, ça ne marche pas forcément et ils ne restent pas forcément longtemps. Après, par rapport au sexe, par rapport au genre, en tout cas, contrairement à ce que disait, si j'ai bien entendu, parce que ça a été aussi entrecoupé pour moi, mais ce que disait Florencia Daden, moi j'ai trouvé des choses différentes, c'est-à-dire que les personnes parties, les femmes parties essentiellement comme VI, alors VSI ou VIA, notamment au Burkina Faso, celles-là souvent se sont mariées ou mises en couple avec des musiciens, comment dire, burkinabés. Et voilà, ce qui n'est pas du tout ce que vous aviez mis en avant. Voilà, donc tout ça pour voilà, conclure sur effectivement la complexité des situations qu'on peut rencontrer et la difficulté à monter en généralité. Et effectivement, je ne suis pas sûre que la catégorie privilégiée soit forcément... elle est intéressante, mais peut-être qu'aussi elle doit être travaillée. Voilà, bon, sinon, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est très compliqué, je ne sais pas passer d'un endroit à l'autre, là, et franchement, ça devient un peu fatigant. Si, on vous entend. Mais en tout cas, je vais essayer de continuer avec vous, je ne sais pas trop comment. Mais merci pour les réponses. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Et maintenant, on va poser des questions par YouTube. Il n'y a qu'une seule question par Hicham Jamit. Il nous a écrit « Bonjour et félicitations aux organisatrices et organisateurs de ce colloque. Bravo pour ta présentation pour Rufai Daini. Est-ce que l'origine sociale est la seule variable explicative de la mobilité pour études, puis la mobilité, reproduction, production sociale, elle se produit où et comment? Est-ce qu'il y a une différence des parcours migratoires des étudiants algériens en lien avec le type de formation suivie? Par exemple, quelle est la différence entre ceux qui sont dans les sciences humaines et sociales avec ceux qui sont en école d'ingénieur et de commerce? Merci. Bon, merci Hicham pour ta question. J'espère que tu m'entends. Alors, est-ce que l'origine sociale est la seule variable explicative de la mobilité pour études? Alors, il y en a d'autres, mais je dirais que l'origine sociale, c'est quand même une variable extrêmement importante et déterminante de ces mobilités. Alors pourquoi? C'est vrai que je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais il faut dire que l'ensemble des capitaux et des ressources qui sont nécessaires pour le départ sont évidemment associés à l'origine sociale. Et c'est pour ça que quand je parle de catégories populaires, je dis bien les couches les plus stables des catégories populaires. Ça n'est pas toutes les franges des catégories populaires qui ont accès à la mobilité. Et donc oui, l'origine sociale, elle est extrêmement déterminante. Et si je peux parler aussi d'origine ethnique, en faisant la différence entre Algériens arabophones et Algériens kabylophones, donc oui, il y a des différences, puisque les Algériens arabophones d'origine populaire n'ont pas du tout accès à la mobilité. Parce que tout simplement, ce que je disais au niveau des ressources linguistiques, ils ont moins accès à cette ressource linguistique, à la différence donc des étudiants d'origine kabyle qui, eux, ont cette ressource à disposition, parce que voilà, tout ce que je disais autour de l'histoire coloniale, l'histoire des migrations, et puis ils ont un rapport de... Ils sont assez dominés dans l'espace algérien d'un point de vue culturel et linguistique. Donc c'est une vraie ressource. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la première question. Puis la deuxième question, la mobilité, reproduction, production sociale, elle se produit où et comment? Alors la mobilité sociale, elle se produit surtout au niveau, je disais, elle passe par la mobilité, elle passe par l'insertion professionnelle, donc l'accès pour les catégories les plus favorisées à des emplois, par exemple, de cadres ou d'ingénieurs, etc. Donc, qui permet d'accéder à de bien meilleurs salaires qu'en Algérie, qui permet d'accéder
un statut qui est valorisé, etc., etc. Et puis, pour les catégories populaires, en fait, ils vont accéder par l'intermédiaire de leur migration non pas à des emplois de cadre ou d'ingénieur, etc., mais plutôt à des emplois d'ouvriers ou d'employés, mais qui sont assez rémunérateurs relativement, encore une fois, à l'Algérie où, comme je disais tout à l'heure, le salaire moyen, il est de 250 € environ, assez rémunérateurs pour permettre justement un changement de la position sociale relative et puis une mobilité sociale ascendante. D'un point de vue au niveau des salaires, au niveau des conditions matérielles d'existence, mais je le disais tout à l'heure aussi, au niveau de l'accès en fait à un certain nombre d'infrastructures et puis d'offres culturelles, par exemple, qui sont réservées aux catégories vraiment les plus aisées en Algérie. Est-ce qu'il y a une différence des parcours migratoires des étudiants algériens en lien avec le type de formation suivi? Alors oui, et encore une fois, il y a un lien il y a un lien avec l'origine sociale. Les parcours migratoires, ils sont différents selon les disciplines suivies, tout simplement parce que les disciplines, elles sont socialement aussi sélectives et que les étudiants d'origine favorisée vont plutôt accéder et investir des filières très techniques, de sciences et techniques, quoi, et qui sont beaucoup mieux en fait uniformisées aussi avec le système universitaire algérien, et donc qui vont permettre aussi une réussite, et qui est expliquée aussi par tout ce que je disais tout à l'heure au niveau par la possession en fait des différentes ressources scolaires, linguistiques, etc. Des étudiants favorisés. Alors, merci beaucoup à toutes les trois pour cette première session. Ce qu'on vous propose, c'est d'essayer de rattraper un peu notre énorme retard et de prendre seulement 5 minutes de pause. Et donc, on se retrouvera pour la deuxième session de ce premier axe à un petit peu après 12h moins 10. À tout à l'heure.